Rock Against Police. Des lascars s'organisent. Une histoire en 6 épisodes. Le fait d'avoir vu au sein de Rock Against Police une jeunesse capable de se mobiliser, d'être intelligente, d'être en mouvement, d'être en rébellion, d'être en état de délit d'existence, tout cela m'a rassuré dans le sens où je me suis dit que quelque chose de profondément politique allait naître de ça. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à constituer, effectivement, donc à parler et donc à créer. D'abord, ça a été le mouvement culturel de la fin des années 70 qui, parallèlement, a développé un mouvement politique. Je dis bien parallèlement parce que c'était très lié. Donc il y a des tas d'expériences sociales qui ont été faites à ce moment-là par des enfants d'immigrés. Donc on se battait sur l'enseignement, on se battait sur le logement, on se battait contre le crime raciste, on se battait contre les expulsions. Et on se battait pour une reconnaissance de notre identité citoyenne, mais aussi de notre identité culturelle. Rock Against Police naît de ce bouillonnement. Entre 1980 et 1983, avant la marche pour l'égalité et contre le racisme, une série de concerts s'organise au beau milieu des cités. Ces concerts sont des occasions pour des jeunes immigrés et prolétaires de banlieue de prendre la parole pour eux-mêmes et de prendre en main les luttes qui traversent leur quotidien. Épisode 1. S'affirmer tel qu'on est, pas tel qu'on devrait être. Avec Mognis, Samir, Rabat Attaf et Bernard. Bon, moi ça a commencé dans les années, au milieu des années 70. Mognis. J'étais dans la banlieue ouest, dans un lycée très bourgeois à Saint-Cloud, avec plein de petits bourgeois, ou de grands bourgeois d'ailleurs, qui étaient des révolutionnaires en herbe à l'époque. Différents trucs gauchistes, Mao et tout ça. Et un des moments de mon engagement, c'était les luttes lycéennes en fait. Or, je faisais un petit journal de lycée qui s'appelait L'Encrier, où on parlait des questions anticolonialistes, anti-impérialistes, où on était sensible aux luttes des foyers qu'il y avait à Puteaux, à Suresnes, à Nanterre, etc. Un autre moment comme ça un peu fondateur pour moi, c'était aussi le premier festival du théâtre populaire des travailleurs immigrés à l'automne 75. Et c'était un peu l'idée de reprendre, que ce soit le théâtre militant de Kateb Yassine ou alors le théâtre de l'opprimé d'Auguste Boal. Donc des interventions avec des supports légers, sachant que l'action militante pour cette génération-là ne se passait pas exclusivement sur l'usine, dans l'usine ou dans le lycée ou je sais pas où, mais aussi dans les cités et dans les quartiers. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des gens de la pièce de théâtre Week-end à Nanterre. Moi, la première création que j'ai montée au Bahut, c'était une création, disons, principalement inspirée par la lutte des Palestiniens et des Vietnamiens. On avait fait un montage à partir de poèmes dans la pure veine anti-impérialiste. Et donc, Samir. À travers cette création-là, j'ai fait la rencontre avec les copains de Nanterre, de Week-end à Nanterre.
Donc, il y avait déjà ce truc qu'on partageait, ce trip de monter sur la scène et de faire des représentations. Moi, mon truc, c'était plus la dimension anti-impérialiste, on va dire, soutien au peuple en lutte, etc., dans laquelle on se retrouvait, à travers laquelle on se construisait peut-être aussi notre identité, tu vois, notre expérience. Et eux, c'était plus le vécu des gars des quartiers de Nanterre, de cité, quoi. Et ils racontaient dans cette pièce, à laquelle moi je n'ai pas participé au départ, mais que j'ai rejoint, ils racontaient la vie de lascar d'un quartier, quoi. Week-end à Nanterre, il y a ceux qui jouaient sur scène, et puis en fait, on était une tribu. Donc on avait une tribu avec des gens qui jouaient, d'autres qui jouaient pas. Mais on se déplaçait tous ensemble, hein, avec une extrême solidarité. Et des vrais gitans, on était. Rabat. En fait, c'était comme une bande de cité avec des gens qui avaient eu la chance d'aller au lycée, mais qui restaient en lien avec ceux qui n'avaient pas été au lycée. Et d'autres gens de Gennevilliers, parce que Nanterre est une ville, à l'époque c'était une ville vachement vivante, du côté de ce que produisaient les enfants d'immigrés. Et surtout, on avait créé des lieux, on avait le ranch, nous. Or, le ranch, c'était spécial. Le ranch, c'était un endroit où tous les jeunes de la cité se retrouvaient et tu avais la musique à fond la caisse, c'était le blues, c'était la musique noire américaine. Et donc, c'était une ambiance particulière dans un lieu de pauvres. Donc, on avait nos lieux de sociabilité en marge des maisons de la jeunesse qui refusaient. Parce que c'était tenu par le Parti communiste, hein. Et qu'il fallait rentrer dans les rangs pour pouvoir créer selon leur orientation. Donc, comme on ne pouvait pas créer selon leur orientation, ce qu'on a fait à partir de 78 en vrai, on a saboté les pièces de théâtre qui passaient au Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est comme ça qu'on a obtenu le premier festival de l'immigration à Nanterre. Préambule de la pièce de théâtre Week-end à Nanterre, écrite en 1977. Nous allons voir brièvement la vie de jeunes immigrés, leur vie quotidienne, leur idéal, leurs fantasmes. Nous avons essayé de les voir au-delà de leurs classiques et éternels problèmes que sont le racisme et la condition sociale. L'immigré existe autrement. Ce n'est pas simplement le personnage stéréotypé au passe-montagne, au casque de chantier, résigné et pleurnicheur de Mektoub, qui traîne misérablement sa nostalgie du pays entre le chantier et l'hôtel sordide, avec des airs évocateurs d'exil, d'exploitation, de déracinement, de musique folklorique et de thé à la menthe, pour ne pas oublier la petite pointe d'exotisme. L'immigré, notamment le jeune immigré, ne correspond pas toujours à l'image traditionnelle dans laquelle on l'a enfermé et qui fait de lui une bête à part, un immigré et rien d'autre qu'un immigré. Comme nous allons le voir sur le plan de la mentalité, il peut ressembler à un occidental. Il peut être délinquant ou clochard, révolutionnaire ou marginal, phallocrate et raciste, soumis et insoumis. Il peut presque oublier qu'il est un immigré. Et Week-end à Nanterre, ça a été en parallèle, très vite, plein d'autres créations. Tu avais les filles, la Rabat, je vous en parlais, il y a Willy Willy. Tu avais des copains, j'étais plus dans la Gennevilliers, je crois, qui avaient monté Mohamed prend ta valise, un truc comme ça. Tu avais des copains, la Caïna, enfin tu avais pas mal de monde qui... Mais nous, en fait, ce qui nous distinguait des premières troupes, on va dire, immigrées, c'était que c'était la génération des fils et des filles. Il y avait Week-end à Nanterre. Donc il y avait cette expérience qui existait et le vide total côté féminin. Mais le vide. Donc c'était important, c'était logique que nous prenions notre espace. On vivait quand même dans un monde de mecs. C'est eux qui avaient toujours le devant de la scène. Nous, on suivait, soi-disant, on suivait. Tu parles d'une fonction. Non, ça pouvait pas être comme ça, c'était pas possible. Donc forcément, l'autonomie, on la voulait, notre autonomie, nous. Et on menait chacune des combats individuels, quoi. Tout en constituant des groupes de filles, si tu veux, c'est ça qui était intéressant. C'est qu'on s'est constitué en tant que groupe de filles à la fois à la fin du lycée et en fac aussi, hein. On a élargi le groupe en fac à des filles de Puteaux et de Yawélé. C'était des filles de Nanterre, de Puteaux et de Gennevilliers.
c'est pas mal. On n'était pas du tout dans la logique mec avec sa petite bande de quartier, nous, non. On circulait les filles, hein, attention. Hein. Ce qu'on a mis en scène, c'était notre révolte par rapport à la fois par rapport aux traditions qui étaient très dures, et on se révoltait contre le discours justement de ces féministes, les pauvres, les malheureuses, et des assistantes sociales qui venaient nous pourrir la vie à la maison, et du gouvernement algérien déjà à l'époque. On avait une dent contre lui. Puisqu'il faisait croire que la femme algérienne était libérée, ce qui était loin d'être le cas. Et le discours qu'on avait, c'était... il n'était pas contre notre culture, mais on n'avait pas envie de cette vie-là, si tu veux. On n'avait pas envie de reproduire le schéma traditionnel patriarcal. Et puis il y avait cette pression de la société française, déjà, sur les filles, en disant, mais c'est le vieux discours de Mitterrand, pour pouvoir assimiler, il faut libérer la femme algérienne. Non, donc on leur retire le voile. C'est vieux, on connaissait ça, nous. Donc il fallait libérer ces pauvres petites jeunes filles et leur faire découvrir autre chose, tu comprends ? Et nous, on refusait ce discours, quoi. Si on devait nous libérer, c'était par nous-mêmes et à partir de notre propre culture, quoi. C'est pas en nous clonant. Mais encore une fois, le discours qu'on a eu, il correspondait à ce qu'on vivait. Donc forcément, il était fort et agressif. Et je pense que, si tu veux, tout ça, tout ce qu'on a produit à l'époque, ça a été vraiment l'expression d'une grande révolte, quoi. Très grande révolte. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis que c'était avant tout une volonté de prendre la parole, c'était pas de la donner. Nous, on n'avait pas les moyens de donner la parole. On se donnait les moyens de la prendre. Et une parole collective qui se fait par tâtons, on se cherche aussi, hein, et on se construit beaucoup, peut-être à la différence d'aujourd'hui, dans le collectif. Certains baratineurs ou idéalistes prendront de belles idées telles que l'authenticité, le retour au pays ou la double culture. Eh oui, il paraît que l'immigré est déchiré entre deux cultures. Quel affreux dilemme pour lui. Nous pensons qu'il est déchiré entre rien du tout. La plupart de ces comportements, comme nous allons le voir, sont la preuve d'une adaptation ou d'une existence réelle dans un système pourri qui offre les mêmes dérivatifs qu'aux Occidentaux. Où est-elle la culture de l'immigré ? Juste des bribes d'une culture islamique désuète qui constituent en fait des coutumes auxquelles s'accrochent désespérément certains immigrés pour essayer de nier leur récupération et leur adaptation au monde occidental. En fait, ce n'est pas cette soi-disant culture qui arrivera à rappeler à l'immigré qu'il n'est pas tout à fait français. Non, c'est autre chose. Car si l'immigré a des facultés d'adaptation étonnantes, nous pensons qu'il n'arrivera jamais à s'habituer au coup de flingue. Le crime raciste sera toujours là pour lui rappeler que malgré tout, il n'est qu'un crouille. Donc l'action politico-culturelle a commencé comme ça, à travers un journal lycéen, à travers les rencontres autour du festival du théâtre populaire des travailleurs immigrés.
Par ailleurs, j'ai rencontré Toiti, Momo d'Alfortville, de Vitry, dans ce moment de circulation interbanlieue. Ils étaient sur les actions lycéennes, la coordination et tout ça. Et je les suis après, mais il y avait un atelier Super 8 au lycée Jean Massé à Vitry, tenu par un prof marxiste-léniniste. Il avait formé des jeunes à la pratique du Super 8 pour raconter leur vécu, etc. Et ça a donné un certain nombre de petits films Super 8 faits par les Lascars eux-mêmes sur les cités de Vitry, Balzac et Cousy. Et c'est là où, en discutant, on commençait à se poser la question de l'autonomie, y compris par rapport aux encadrants du type le prof de Vitry. Et ça rejoignait un peu le préambule de Week-end à Nanterre qui parlait de la représentation des immigrés et des jeunes. En gros, l'idée c'était, on veut s'affirmer tel qu'on est, pas tel qu'on devrait être. اسمعني يا خويا c'est la Rohomani, la Rohomani, danse d'aujourd'hui, danse d'aujourd'hui. كملوا العصا الدون وتجيبك لي بخدمة كيف وتجيب هذاك تخدم الفيكس وتزيد ça swing وتشوف داك تخدم السكس وتبداك تخدم السكس ومكلتهم خدم النوم ومكلتهم خدم النوم يا اسمعني يا خويا c'est la Rohomani, 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 d'aujourd'hui. C'est la Rohomani d'aujourd'hui. Rohomani, 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 Rohomani. Donc voilà un peu le croisement des gens, beaucoup de circulation d'un coin à l'autre, Suresnes plutôt, Nanterre. Enfin, d'abord c'était ce coin-là. Et c'est un peu autour de cette idée-là qu'a germé l'idée de rencontre, de coordination, d'abord entre quelques banlieues en région parisienne, et puis assez vite au-delà, principalement Lyon, un peu Marseille et ça. Quand je disais que l'expérience du mouvement lycéen, il faut la réintroduire un peu dans l'écriture de cette histoire-là, c'est qu'il y avait des coordinations lycéennes. Et ça tenait à une expérience qui durait dans le temps, dans la jeunesse, depuis 10 ans déjà. Depuis, en fait, l'après 68. C'est-à-dire que sur l'aspect pratique de la coordination, c'était quelque chose de courant, quelque chose d'intégré dans la démarche lycéenne. Et nous, on n'était pas intéressés uniquement par les questions lycéennes ou étudiantes stricto sensu. Parce que ces moments sont apparus les questions de précarité des jeunes. Bon, il fallait bosser ou trouver du fric pour vivre, tout en étudiant, comme on dit. Et puis, il y a un autre facteur complètement nouveau à partir des années 77-78, c'est l'apparition assez massive et soudaine des jeunes issus de l'immigration, enfin à l'époque on disait jeunes immigrés, parce que de fait de nationalité étrangère, qui après 16 ans sortaient de l'école et puis se retrouvaient au chômage, quoi. Soit ils étaient venus très jeunes, au moment par exemple des regroupements familiaux, soit ils étaient nés en France, par exemple les Algériens, mais les Algériens ne sont devenus français qu'à partir de 81, la majorité. Jusque-là, ils même nés en France, avec les clauses de l'accord d'Évian et tout ça, ils étaient étrangers. Et donc on a vu apparaître, je n'ai plus en tête les chiffres, mais 78, ça a été une année où tout d'un coup il y a eu des milliers de jeunes expulsés. Et à l'époque, il y avait une convergence d'un racisme anti-jeune et d'un racisme anti-immigré, anti-algérien en particulier. Et du coup,
les gens qui voyaient comme ça, ces jeunes, rien foutre en bas de la rue, en plus être ce qu'ils considéraient d'arrogant et tout ça, expulsion. Expulsion du territoire. Mais bon, le problème c'est que les mômes, ils disaient on est d'ici, quoi, on est ici, on est chez nous. Et ils ne faisaient pas que le dire, ils le mettaient en application. Donc quand il y avait des expulsions, ils revenaient clandestinement. Et là, il y a un deuxième niveau de coordination qui s'est mis en place très vite, c'est l'hébergement et la protection de ces expulsés. Extrait du journal Tract, distribué pendant le concert Rock Against Police de Vitry en mai 80. Hassan, ça fait 7 ans qu'il n'a pas bossé. Il aura appris en CET à ne pas vouloir bosser. Il atterrit très jeune à Fleury pour une bagarre, il y retournera. Sorti depuis quelque temps, il se baladait pépère, et voilà qu'il reçoit un petit papillon vert chez lui. Arrêté d'expulsion, lui signifiant qu'il doit quitter le territoire français sous huitaine. Pas de possibilité de recours. Pas mention du droit à passer devant la commission d'expulsion. C'est expéditif. Pourquoi ? Pour l'obliger à se planquer, comme tous ceux qui sont en cavale pour des galères pour cause de dope, braquage, armes, désertant malgré eux le terrain social quotidien. Le terrain où, justement, se manigance quelque chose de pas clair. Depuis novembre dernier, les cités Marguerite, Potager et Pâquerette sont quadrillées par les CRS. En fait, tout se passe comme si on voulait vider les habitants de ces cités. En réouvrant les dossiers des lascars pour les expulser, ils savent aussi qu'ils mettent dans l'embarras les familles qui ne laisseront pas leurs mômes se faire jeter tout seuls, quitte à partir avec eux au pays. Les flics n'en sont pas à une vacherie près. En communiquant régulièrement au consulat d'Algérie des listes de jeunes immigrés qui n'ont pas réussi à coffrer, ils savent qu'ils mettent dans la merde la grande majorité des lascars qui esquivent, année après année, leur service militaire, au prix de se voir refuser le renouvellement de leurs papiers, passeport surtout, et se retrouvant donc à terme en situation irrégulière vis-à-vis de la France même. Pour nous, il est hors de question de céder sur notre liberté de circulation dans les cités. Au contraire, nous entendons y réaffirmer notre présence et nos exigences. Il faut en finir avec la parano, des expulsions notamment, et nous organiser non plus au cas par cas. 90% des expulsés reviennent clandestinement en France, même 10 fois de suite s'il le faut. Même s'ils sont jetés à la mer du bateau sur lequel ils ont embarqué. Certains même ont élu domicile en tôle plutôt que de rentrer en Algérie. Les copains expulsés qui ont décidé de revenir doivent pouvoir circuler librement en France et en Europe. Pour dépasser la sempiternelle lamentation sur les expulsions, pourquoi ne pas constituer un collectif d'avocats sur cette question ? Bon, nous, notre histoire, c'était l'histoire d'expulsion. C'était suite à une action qu'on avait organisée au lycée de Saint-Cloud pour un truc qui s'appelait Carrefour aux carrières, où le lycée devait représenter aux jeunes les carrières possibles. Et donc, c'était un truc patronné par les pouvoirs politiques et économiques de l'époque. Et il y avait des représentants de l'armée, des représentants de l'énergie nucléaire, enfin bon, tout ce genre de choses. Et nous, on avait décidé de faire une action sous forme de représentation de la pièce de théâtre et week-end à Nanterre au lycée. Pour dire voilà ce qui attend les jeunes précaires, immigrés ou pas, après les études. Bon, il y a les copains, les copines de la pièce, plus leur public qui sont venus. Enfin, je me souviens, ils ont flippé en voyant des blousons noirs, des blousons de cuir, enfin, un public prolétaire, quoi, dans l'antre de l'éducation bourgeoise. Et les grilles ont été fermées, il y a eu des jets de gaz lacrymogène, et après ça, il y a eu une baston. Bon, tout ça, c'était un micmac qui a fait que quand on est passé en commission d'expulsion, il y a des gens qui se sont demandé c'est quoi, c'est une expulsion politique, c'est une expulsion pour délinquance, c'est quoi? En ce qui me concernait, en ce qui nous concernait moi et mon frangin, l'intitulé disait expulsion pour trouble à l'ordre public à plusieurs reprises par le comportement.
Donc ça a été rédigé un peu à la va-vite. Et on a joué, à mon avis, on a joué des contradictions entre les tenants de l'expulsion politique et ceux qui parlaient d'expulsion pour acte de violence. Et en même temps, on a fait très attention, parce qu'à un moment donné, quand on est allé, on a fait le tour des associations, des ONG et tout ça, pour le soutien. Par exemple, la CIMAD nous reçoit, le patron de la CIMAD, il fait un communiqué. Il dit, mais c'est quoi ça? Le communiqué, il dit qu'en gros, l'avis d'expulsion est mal motivé. Et donc on lui a dit au gars, mais vous êtes en train de conseiller l'État sur comment bien nous expulser. Nous, ce genre de soutien, on n'en veut pas. Et bon, les idées d'autonomie pratique, elles viennent de là aussi. C'est dangereux, ces gens-là sont dangereux. Donc il y a eu un comité de soutien important sur la fac de Nanterre, les coordinations lycéennes, étudiantes, tout ça. Ils se sont appropriés aussi l'affaire. Au bout de 3 mois, l'expulsion a été annulée. Donc voilà, donc il faut avoir en tête que la question des jeunes immigrés, à l'époque, c'était pas du tout les gens, ils savaient pas. Eux, ils avaient toujours l'image des travailleurs immigrés, le père à l'usine, célibataire, bon, ceux qui sont en famille, la mère, la femme, etc., qui n'existent pas, enfermés dans la maison, les enfants. Et donc, 78-79, ces histoires d'expulsion de jeunes, c'était comme une révélation d'une fraction de la jeunesse, quoi. J'ai envie de chanter, de raconter ma vie, même si c'est pas joli, je dirai tout le tant pis. Le retour au pays, tu sais, il est loin de ma vie. Je suis né à Paris, la ville de mes ennuis. Je ne cherche qu'à vivre, la France c'est mon pays. Autant que toi ici, le français de Paris. Ma musique électrique a remplacé le tam-tam. Mes paroles je les clame en français de Paris. J'adore ce qui est bon, le sandwich cochon, au lit à la maison, jusqu'à la digestion. Rock and blues en explosion, ma cam en injection, garantie sensation. Tu peux venir me voir, il sera jamais trop tard. Si t'en as vraiment marre, tu peux sortir du noir. Je te bercerai de blues, pas besoin de picouse. Écoute un peu, c'est moi, je serai là pour toi. La France c'est mon pays, on ne brillera pas d'ici. La France c'est mon pays, on ne brillera pas d'ici. Hey! Et les parents étaient désemparés par rapport à l'expulsion de leur môme. Enfin, ils ne savaient pas trop, quoi. En même temps, c'est vrai qu'il y avait de la part des parents, sur cette question-là de l'expulsion, etc., il y avait une espèce de légitimisme. Aujourd'hui, c'est très différent, mais bon, il y avait même l'idée qu'il y avait une obligation de réserve en politique. On ne fait pas de politique dans le pays d'accueil et tout ça. Enfin, on ne fait pas de politique dans le pays d'accueil sur la politique du pays d'accueil. Celle-là, c'était intériorisé sous des formes, et notamment par toute une culture de soutien aux étrangers
organisé par le Parti communiste depuis les années 20, 1920. C'était les étrangers sont organisés par nationalité. On soutient les luttes anticoloniales ou démocratiques ou populaires par rapport au pays d'origine. Mais en France, pays d'accueil, on s'insère dans les organisations démocratiques ou de gauche, etc. du pays, quoi. On n'imagine pas une seconde que les immigrés ou les gens issus de l'immigration s'organisent ici avec des revendications spécifiques quand il y en a, quoi. Enfin, quand elles sont nécessaires. Mais bon, donc voilà un peu le contexte dans lequel on a commencé à se bouger. Au départ, c'était complètement vu comme complètement marginal. Et en même temps, ça correspondait à des aspirations dites ou non dites de la part d'un certain nombre de gens. D'abord dans la jeunesse immigrée, ce qui a fait que ça circulait beaucoup, quoi. Et on a rencontré un peu des gens qui étaient dans le comité pour le droit à la vie et à la défense des travailleurs immigrés. Et c'est un peu à la même époque où les gens de Sans Frontières se lançaient. Le journal Sans Frontières, l'idée c'était un hebdomadaire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des gens comme Bernard et d'autres. Et alors, moi mon histoire est différente. C'est que nous, on sortait d'une longue histoire. Bernard. De sans-papiers, justement. On avait gagné la régularisation corse en juin 1973, avec le MTA et le Comité de défense des droits des travailleurs immigrés, dont j'étais un des acteurs. Et là, il se posait un premier grand problème. Est-ce qu'on allait faire un syndicat des immigrés, un syndicat des sans-papiers? Et à ce moment-là, on s'est trouvé en conflit direct avec le CFDT, avec les syndicats nationaux français. Moi, j'étais partisan d'organiser l'immigration, de continuer sur ce qu'on avait fait. Et malheureusement, il me semble qu'à l'époque, les copains arabes étaient, eux, trop préoccupés par un mouvement pan-arabe, alors que pour nous, il n'y avait pas mauricien ou tunisien ou marocain, c'était du pareil au même. Ça devait être un travail sur l'égalité, et c'était le même combat. Alors voilà, pour te dire dans quel esprit je suis au moment où on a décidé de faire un journal de l'immigration qui s'appelait Sans Frontières. Le journal Sans Frontières publie son premier numéro en mars 1979. Il s'inscrit dans la continuité des luttes autonomes immigrées, par exemple dans les foyers Sonacotra et les usines. Le MTA, Mouvement des travailleurs arabes, né des comités de soutien au peuple palestinien, occupe alors une place importante dans ces luttes. Le journal Sans Frontières entend affirmer une culture spécifique de l'immigration qui n'est ni celle des pays d'origine, ni celle de la société d'accueil. Créer un réseau de solidarité pour s'entraider face à l'administration et aux lois. Enfin, mettre en dialogue les différentes luttes de l'immigration. Le journal Sans Frontières défend l'idée de créer un média autonome fait par et pour les immigrés. Quand on crée Sans Frontières, on a donc des possibilités non seulement d'avoir les anciens du MTA, mais également quelques autres nationalités. C'est des Mauriciens, c'est des Turcs, c'est des Pakistanais avec lesquels on avait des contacts. Et là sont arrivés les jeunes de banlieue, notamment le collectif que Moïnis et Samir, qui étaient menacés d'expulsion à cette époque. On a voulu, les gens de Sans Frontières leur ont dit, mais venez, vous serez les bienvenus. Et quand les jeunes sont arrivés, les jeunes n'ont pas voulu qu'on parle sur eux, mais on dit, nous, on va prendre la parole, et on demande dans le journal une page ou deux pages, une double page sur telle affaire, sur telle affaire, sur telle affaire. Et alors, on a eu tout de suite affaire à des prises de gueule, des prises de bec très violentes avec les jeunes qui sont venus, et notamment à l'occasion du meurtre de Vitry. Alors en même temps, c'est vrai, Sans Frontières se voulait le journal de l'immigration, et eux n'étaient déjà plus des immigrés. C'était des fils d'immigrés.
C'est-à-dire, oui, moi, mes parents étaient immigrés, mais moi, j'en suis pas, et je ne veux pas être traité comme tel. Hein, je revendique la plénitude des droits. Bon. Donc là, il y avait, au sein même du journal, 2 lignes qui allaient s'affronter. Et moi, je me suis trouvé à vouloir défendre coûte que coûte les pages et le travail avec les jeunes. Et en même temps, les jeunes étaient arrivés à un point où ils ne voulaient plus travailler avec Jean Frontière. Ils en avaient marre de la condescendance, ils en avaient marre de militants qui étaient moralisateurs, de militants qui voulaient, sous prétexte qu'ils avaient été, pas des héros, mais qu'ils avaient fait telle et telle lutte, c'était pas leur histoire. À la limite, le MTA, les luttes ouvrières, l'autonomie, l'auto-organisation, etc., d'accord, mais sur les questions de rapport à la société française, il n'y a pas forcément un apport important. Est-ce qu'ils avaient une idée claire sur la question du retour ou pas? Moi, je me souviens des débats où c'était encore, pour nous, c'était des blédards. On les appelait des blédards. Bon, il y a toujours cette anecdote du campement de Garges-les-Gonesse en 79, l'été 79, où les gamins de la cité de la Muette, ils arrivent avec des chariots entiers de Victory qu'ils ont volés au supermarché du coin pour soutenir les résidents du foyer à côté. Un des dirigeants du comité de coordination Saint-Lacotra, quand il les voit arriver, avec leurs bananes, leurs trucs, première question, c'est d'où ça vient? Ah bah ça vient du supermarché. Il dit, vous l'avez payé comment? Bah on s'est débrouillé. Ah, vous l'avez volé? Bah, donc il met une claque au gamin et il retourne au supermarché sur le mode on n'est pas des voleurs. Cette anecdote-là montre bien qu'il y a un abîme entre les. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec la lutte du comité de coordination, simplement l'expérience, le rapport à la société française est complètement différent. Et ça, y compris à Sans Frontières, on l'a vécu, enfin on l'a senti, et ça n'a pas été simple. D'autant plus après qu'on avait un discours sur la question de la délinquance sociale, qui alors là qu'on n'est pas du tout à des gens qui étaient plutôt dans un discours moralisateur, idéologique, moralisateur. Et alors là, on avait à l'origine une des difficultés de la militance arabe du MTA, et Sans Frontières, disons, c'est qu'ils ne vivaient pas dans les cités et ils ne devinaient pas, ils n'avaient aucun lien. Et c'était là la grande contradiction que l'on a vécue dans Sans Frontières, que j'ai vécue. Et c'est comme ça que les jeunes, que Moïnis et ses amis, eux, se sont lancés dans Rock Against Police. Alors, je me souviens des réactions de Sans Frontières. Rock Against Police, c'est-à-dire s'en prendre directement en flic, vouloir faire du flic la cible principale d'un travail politique, ça leur paraissait quelque chose à la limite de choquant, alors qu'ils avaient eu mal à partir avec le système policier. Hein. Non, là il y avait d'énormes réticences. Ils étaient dans un processus de reconnaissance du travail qu'ils avaient fait antérieurement, auprès du milieu associatif, auprès de certains partis politiques, et je pense que là, ils avaient le sentiment que les jeunes amenaient quelque chose qui allait à nouveau les déconsidérer à l'égard d'une certaine opinion politique qu'ils caressaient, qu'ils souhaitaient convaincre de leur bon... Voilà. Voilà un peu le climat de Rock Against Police. Rock Against Police, un documentaire en 6 épisodes.